4. Merci d'être avec nous ce matin. J'ai oublié de dire bonjour aussi à tous ceux qui se sont connectés. Ce matin, vous étiez nombreux hier. Merci d'être avec nous tout au long de la matinée. Patrick Wisniewski, je vais commencer avec vous en tant que président de la région de la FHP Grand Est. Pardon, c'est moi aussi, hein, peut-être qui me suis couché un peu tard hier. Comment vous allez ce matin? Très très bien. Plus de voix. Très très bien. Pas d'excès, couché pas trop tard. Donc en forme pour Donc nous en parler. Forme. Moi ce matin, j'aurais voulu aller beaucoup plus loin et puis dire Habemus Ministrum, mais pareil qu'il ne faut pas trop le dire. C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. Parce que j'aurais bien aimé voir un sourire illuminer le visage de notre président qui a retrouvé un doudou. Allons bon. Alors, mais... Comme c'est enregistré et que c'est certainement notre prochain ministre, je vais me garder de tout commentaire pour éviter de prendre la porte du ministère dans la gueule. Donc, bienvenue à la prochaine ou au prochain élu à ce ministère. Bon, Patrick. Voilà, plus sérieusement, dans le contexte politique et économique actuel de santé de nos établissements, il est clair que nous avons des défis et des enjeux en région Grand Est qui rejoignent les défis qui ont été révisés lors de la séquence de révision du PRS qui s'est achevée fin 2023. Et je pense que Frédéric Remet, DGA de l'ARS Grand Est, ne manquera pas de revenir dessus. Moi, ce qui m'importe de dire par rapport à cela, c'est que nous avons entendu hier le panorama qui est brossé, les challenges que nous allons avoir à rencontrer et à satisfaire, et que, certes, on constate vieillissement de la population, situation sociale défavorisée, mortalité plus défavorable en région Grand Est que dans d'autres régions, une soutenabilité financière et une efficience du système de santé qui est à trouver, et des axes que l'on verra après. Et tout ça dans un contexte qui a été rappelé hier, qui est un contexte, je vais dire, de questionnement sur la pérennité de nos établissements. Et pour moi, certes, il y a des enjeux au niveau de la région Grand Est sur des thématiques de santé, mais le plus grand enjeu auquel on va avoir à faire face, c'est allons-nous être capables, dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, à relever ces défis, à relever ces challenges. Quand on voit, hier nous parlions, mais il ne faut pas non plus avoir l'impression qu'on revienne toujours sur ça, mais les tarifs sont la clé de voûte de notre pérennité. Nous avons vu hier, au travers des propos de Marie Daudet, que au mieux, ce que nous pourrions espérer, ce sont les effets année pleine du CICE et les effets année pleine des mesures bornes. Au-delà de ça, nous ne savons pas ce vers quoi nous allons. Or, les missions que nous avons à remplir, nous les connaissons. Et nous savons ce que ça nécessite en termes de mise en œuvre, de coûts de mise en œuvre. D'une manière générale, les enjeux de la région Grand Est ont un socle commun avec les enjeux de toutes les régions françaises. Démographie médicale, démographie paramédicale, rémunération des personnels. Nous ajoutons à cela, nous, une spécialisation, je vais dire, sur la région Grand Est. C'est que, comme certaines régions, d'autres régions françaises, nous avons des frontières communes avec un certain nombre de pays qui offrent des conditions matérielles supérieures aux nôtres et qui constituent un véritable aspirateur. Je ne citerai que le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, où nous avons quotidiennement des milliers de Français qui font l'aller-retour pour des conditions financières qui sont meilleures que les nôtres. Et là aussi,
Nous avons questionné à un moment donné, nous avons déposé un dossier qui était consistant en demandant qu'il y ait, sous la forme d'un coefficient ou quoi que ce soit, quelque chose qui nous permette, au niveau des rémunérations de nos salariés, de pouvoir faire un complément qui nous fasse être un peu plus compétitifs que nous le sommes vis-à-vis des rémunérations qui sont offertes de l'autre côté de ces frontières. Nous avons donc des problèmes d'infirmiers, nous avons des problèmes d'aides-soignants, nous avons aussi des crises de vocation. Il faut bien se le souligner. Vous savez, hier nous avons dit que nous étions fiers, ici en région Grand Est, d'avoir créé une IFSI. Oui, on est très fiers d'avoir créé cette IFSI. Maintenant, on a vu les limites du post-bac. On a vu aussi que quand vous embauchez 100 en septembre, il vous en reste 70 oui, en décembre. C'est plutôt ça le problème, parce qu'ils sont aussi nombreux à s'inscrire, mais ils ne restent pas. Ils ne restent pas. Pourquoi ? Parce que les personnes qui bien souvent viennent vers nous sont des personnes qui viennent pour voir et qui s'aperçoivent au bout d'un moment que ce n'est pas forcément ça. Il y a réellement une crise de vocation. Après, la mine l'a rappelé hier. On en parlera tout à l'heure parce qu'il y a peut-être des pistes justement pour résoudre ce type de problème. La mine l'a rappelé hier, on l'a évoqué. Les pharmaciens de PUI, il faut bien se le dire, hein, vous ne pouvez pas délivrer de médicaments si vous n'avez pas un pharmacien gérant de PUI. Et les conditions sont claires, il faut qu'il soit présent pour que vous puissiez avoir la présence de préparateurs au sein de votre PUI. Donc, si vous alliez à la fois les problèmes d'infirmières, les problèmes d'aides-soignants, les problèmes de PUI, les problèmes de tarifs, commencez à avoir, je vais dire, devant vous, un ballon qui commence à être important. Ouais. Et malgré ça, nous avons des missions. Les missions, c'est de prendre en soin nos concitoyens. Et ça, c'est très important. Et ça interpelle parce que quand vous avez des conditions tarifaires qui vous font vous poser des questions sur ça va être quoi la fin de l'année, quand de surcroît, et on l'a vu, vous avez eu une réforme des autorisations et une campagne de réautorisation. Administrativement, il faut savoir qu'en région Grand Est, M. Demey ne me contredira pas, nous avons 19 CSOS, Commission de soins et d'organisation de la santé, prévues d'ici le mois de juin 2025 pour réautoriser les structures. Et par rapport à ça, nous allons avoir des conditions qui vont se prêter à nous, qui ne vont pas forcément être les conditions idéales pour pouvoir avancer. Alors, on va donner justement la parole à Frédéric Remet, directeur général adjoint à l'ARS Grand Est. Comment vous réagissez à toutes les problématiques que vient d'évoquer Patrick ? D'abord sur le constat, les grands constats des particularités de la région, on les partage totalement. Et d'ailleurs, on a travaillé ensemble avec l'ensemble des partenaires, dont la FHP, à l'élaboration de notre projet régional de santé. Je rajouterai peut-être quelques éléments de santé publique, puisque la finalité première de notre action, ce pourquoi on se lève le matin, c'est quand même la santé de nos concitoyens. Quelques particularités de la région Grand Est, on a quand même une espérance de vie globalement en deçà de la moyenne nationale, et on a une mortalité prématurée plus élevée que la moyenne nationale. Donc on a, avec aussi de fortes inégalités sociales et géographiques, avec notamment des territoires ou des populations particulièrement précarisées. Donc on doit prendre en compte aussi ces particularités pour construire nos priorités. Moi, je partage le constat qui a été fait et je me permettrai de citer un ancien ministre il n'y a pas si longtemps, originaire de la région, qui disait les problèmes sont sur le terrain, les solutions aussi. Et je dois dire que cette maxime nous va bien, parce que loin de dire que on peut répondre à tout localement, il faut bien sûr un cadre, il faut des possibilités, mais néanmoins,
L'objectif, et en tout cas c'est dans cette démarche-là que l'Agence régionale de santé essaie de travailler, c'est d'être porteuse de solutions. Voilà, et de travailler des solutions avec les partenaires pour faire face aux différentes problématiques que vous avez rappelées à juste titre. Alors, et en quelques mots, les grandes lignes des solutions? Alors, déjà sur les grands axes stratégiques du PRS, il y a un enjeu qu'on n'a pas évoqué, c'est le premier axe de notre projet régional de santé. On n'en a retenu que 4, parce qu'on dit voilà, on ne peut pas tout faire, on essaie de mettre l'effort sur 4 grandes priorités et on essaie de les opérationnaliser. Prendre en compte l'impact environnemental sur la santé des populations. Ça passe aussi par les questions de décarbonation du système de santé, ça passe sur la résilience du système de santé. Il y a tout un axe, notamment sur la santé-environnement. On voit bien l'impact du changement climatique, des nouveaux allergènes, etc., sur la santé de la population. Un deuxième axe sur la prévention auprès des jeunes et de leurs parents. Là, aujourd'hui, à ce congrès, c'est bien normal, on parle beaucoup de soins. Mais une des solutions, et on ne s'en sortira pas si on ne travaille pas bien en amont sur la partie santé, et notamment sur l'éducation. Ouais, on l'a largement évoqué hier, effectivement, c'est essentiel. Donc effectivement, c'est un des points. L'autonomie des personnes aux différents âges de la vie, c'est la troisième priorité, et l'accès aux soins non programmés pour la population. Et très concrètement, sur quelques-unes des problématiques, je rejoins notamment tout ce qui a été dit sur les questions de démographie médicale et paramédicale, où notre région de longue date est concernée. Donc ce n'est pas un sujet malheureusement qu'on découvre, et ça fait longtemps qu'on essaie d'y travailler, on essaie d'être pragmatique. L'enjeu majeur, c'est de retrouver du temps médical et du temps soignant, en recentrant chacune des professions sur son cœur de métier, en évitant d'avoir à faire faire à des médecins ce qui n'est pas au cœur de leur métier, à des infirmières ce qui n'est pas au cœur de leur métier. Donc en essayant de travailler sur les chaînes, donc sur à la fois les délégations de tâches d'un professionnel à l'autre, sur des meilleures organisations territoriales, c'est un axe fort, et ce n'est pas seulement des mots. On est dans un système où la concurrence est organisée entre les acteurs, et tant mieux, ça apporte des choses, ça stimule, ça crée de l'émulation. C'est aussi un facteur de qualité. Mais il n'y a pas de système efficace, il n'y a pas de coopération dans la concurrence. Et nous, on est là pour ça, pour organiser la coopération dans la concurrence. On a besoin de s'organiser à l'échelle des territoires de santé, les établissements de santé, quel que soit leur statut, les professionnels de ville, les acteurs de la prévention. C'est comme ça qu'on construit des parcours et comme ça qu'on recentre chaque professionnel sur ce sur quoi il est le plus utile. Mais d'ailleurs, on est dans une région où, de tradition, la coopération entre public et privé est plus fréquente, plus forte qu'ailleurs. Pourquoi ? C'est sans doute historique. En tout cas, effectivement, j'allais dire, face à l'adversité, on a tendance à se serrer les coudes, peut-être. Mais pourquoi vous ? Peut-être pour cela. Pourquoi dans cette région, alors que ça reste encore, ça a l'air si complexe ailleurs ? Alors, tout n'est pas toujours rose, hein, ce serait peut-être excessif de le dire. Non, mais je crois que voilà, confronté à certains enjeux de santé, confronté à certaines problématiques qui sont communes au public et au privé. On a évoqué la démographie médicale. M. Wisniewski, vous évoquiez à juste titre les frontières qui fait qu'on a aussi des flux de professionnels qui peuvent générer une attractivité en dehors de notre région. Les problématiques sont posées de la même façon à tous les établissements. Donc ça crée forcément une obligation de répondre conjointement. Et très concrètement, quand on travaille, par exemple, sur, vous avez évoqué un sujet qui est majeur pour nous, vous avez évoqué les IFSI et l'attractivité des personnels soignants. On s'est aperçu, on évoquait le taux d'abandon, très pragmatiquement, quand on a fait, notamment dans le cadre du Conseil national de la refondation, quand on a fait des réunions de terrain pour recueillir l'avis des usagers, des professionnels, que ce qui était essentiel, c'est le premier stage. La première impression du jeune infirmier, de la jeune infirmière sur le terrain, la façon dont elle est accueillie dans un établissement de santé. Donc ça veut dire que parfois c'est très déceptif. C'est très réceptif, exactement. Et donc on travaille là-dessus pour améliorer, pour aider à former les maîtres de stage. Et ça, c'est quelque chose qui transcende les clivages public-privé, et c'est essentiel. Et en travaillant sur ce sujet-là, très concrètement, on voit des taux d'abandon qui s'améliorent, qui recule un petit peu. Patrick ? Je le disais hier dans mon introduction sur Tissons des liens, je pense que la stabilité des hommes dans les organisations est un facteur
je veux dire, discriminant dans l'établissement de collaboration et du travailler ensemble. On s'aperçoit que lorsqu'on a fait une première mandature avec un certain nombre de personnes, on a appris à se connaître, on a appris à travailler ensemble, et la deuxième mandature, je vais dire, on est d'une efficacité redoutable parce que on se connaît, on connaît les points d'achoppement de chacun et on sait ce sur quoi on va aller. Moi, je pense que sur la région Grand Est, pour y être depuis 11 ans, je pense que la stabilité dans les organisations, la stabilité dans les organes de démocratie sanitaire où, pour la plupart, les gens ont fait une deuxième mandature, ça amène, premièrement, la compétence, l'expérience, mais ça amène aussi l'efficacité collective et le partage des difficultés. Le tissage des liens, ça prend du temps, mais après, ça fonctionne. Il faut poursuivre. Je voudrais qu'on entende une petite note d'optimisme quand même avec vous, Chantal Pateguet. Vous êtes représentante des usagers à la clinique Majorelle. Et quand j'ai discuté avec vous, j'ai eu l'impression quand même que globalement, les usagers sont satisfaits. Oui, c'est quand même ce qui compte. Oui, c'est vrai. Encore hier, on était en permanence et j'ai discuté avec des patients qui étaient super satisfaits, des professionnels et tout. Sauf, bien sûr, nous avons beaucoup de gens qui viennent des départements limitrophes, puisqu'ils n'ont pas de professionnels, de spécialistes. Oui, ça reste le point de friction. C'est le point un petit peu le plus noir, mais autrement, non, sincèrement, hier encore, on a discuté avec des personnes. Moi, j'en suis un peu aussi choquée, parce que je me dis, bon, vraiment, super. Quels sont les points les plus importants qu'ils mettent en avant, qui les satisfont le plus? Le professionnel, l'accueil, la prise en charge, vraiment la globalité, vraiment super satisfait. Tout va bien. La maternité, les gens étaient... Il y a quand même des choses peut-être sur lesquelles ils aimeraient qu'il y ait un progrès, un effort. Parce qu'on sait, aujourd'hui, les patients, ils s'expriment quand même. Oui. Hier, il y avait une médiation. Après, quand il y a des médiations, c'est un peu plus délicat. Gardez bien le micro proche. Quand il y a des médiations, c'est un petit peu plus délicat. Mais qu'est-ce qu'ils proposent? Je sais pas, même au niveau des repas, qu'on a eu des gros soucis, qui a été bien amélioré. Sincèrement, Ah oui, un problème, c'est sur les taxis. Expliquez-vous. Parce qu'il y a des taxis, il y a des personnes, ils prennent 3 personnes, et il y a des personnes qui sont venues à des rendez-vous après l'heure et n'ont pas pu avoir leurs soins. Ça, c'est un gros souci. Et là, quand on vient de loin, c'est un vrai problème. Là, on a eu ça sur un autre établissement et on trouve que là, c'est grave quand même. Un autre point dont vous m'aviez parlé, c'est Internet. Finalement, ça crée beaucoup d'angoisse chez les patients. Oui, parce que quand vous leur dites, vous prenez le QR code, vous faites ça avec votre téléphone, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu réticents. Oui. Alors on leur propose du papier, mais comme ils disent, oui, je veux bien, mais je ne lis pas. Alors, on essaie de leur faire comprendre qu'il faut regarder, qu'il faut le lire. Ça, c'est aussi un gros souci. On essaie de leur expliquer, mais il y en a beaucoup que non. En parlant du QR code, j'ai oublié de vous préciser qu'il fallait encore aujourd'hui flasher le QR code qu'il y a sur votre programme pour poser des questions qui arriveront sur la tablette. Vraiment, faites-le, s'il vous plaît. Donc, il y a l'informatique, l'Internet. Bon, voilà, finalement, en dehors de ça... Pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est agréable à entendre quand même. Oui, moi, sincèrement... Si je peux rebondir sur ce que vient de dire Mme Pateguet, il faut souligner le rôle des représentants des usagers dans les processus de certification. Ah oui, on va en avoir une autre. Ça serait bien que vous puissiez en témoigner un peu, parce que le rôle, il est crucial. L'association et la participation des usagers au processus de certification et dans ce qu'on appelle plus couramment les commissions des usagers, c'est important. Et je peux vous assurer que si, par exemple, sur une année, pour des raisons de représentants d'usagers d'inscription, parce que ça suppose qu'ils soient inscrits aussi au nom d'une association, si vous avez loupé une ou deux commissions des usagers, quand vous avez les experts visiteurs qui passent et qui demandent que vous leur envoyiez les PV, si vous en manque un ou deux, je peux vous assurer que ça rigole pas trop. Oui.
Et d'où l'importance d'avoir des représentants des usagers qui soient impliqués, qui soient associés dans la vie de l'établissement et qui participent à ces réunions qui sont en principe trimestrielles. Merci Chantal Pateguet de cet investissement, parce que c'est important et je trouve que c'est bon à entendre qu'aujourd'hui on travaille quand même pour les patients, qu'ils sont contents. Je voudrais qu'on entende le cas spécifique d'un établissement, une clinique SMR dans le Grand Est, c'est la Louvrière, avec vous, Virgile Pressager. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux qui existent en SMR aujourd'hui dans cette région ? Merci Églantine de me laisser la parole. Effectivement, on est dans la table ronde des enjeux de santé. On aurait pu être aussi sur la table suivante, qui nous soignera demain. On s'aperçoit réellement qu'on passe un virage très étroit au niveau de nos cliniques SMR, plus particulièrement les indépendants. Il y en a encore en France, il y en a encore dans le Grand Est. On est étroitement lié à des problématiques, notamment liées à la réforme de la facturation et des financements. Il faut savoir que la plupart des SMR dans le Grand Est polyvalents au niveau privé. C'est lié à l'histoire, c'est lié au fonctionnement et à l'adaptation qu'on nous a demandé sur la polyvalence des pathologies qu'on prend dans nos établissements. Ce qui demande effectivement énormément de ressources humaines. Le SMR est un gros pourvoyeur de ressources humaines liées à la prise en charge de nos patients. Vous le rappeliez, Monsieur Remet, que effectivement les établissements doivent avoir effectivement une délégation sur les différents professionnels. On a réussi à faire ces enjeux de prise en charge de nos professionnels, notamment en déléguant, en créant des nouveaux postes, en ayant effectivement une équipe pluridisciplinaire complètement adaptée aux besoins de nos patients. Mais pour ça, effectivement, il nous faut du carburant. Et le carburant, à l'heure actuelle, avec cette nouvelle réforme, on n'en a plus. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'établissements qui n'arrivent pas à se projeter jusqu'à la fin de l'année. Et la fin de l'année, elle est déjà à 3 mois. Noël est bientôt là. On espère réellement que vous allez considérer nos besoins et corriger un certain nombre d'erreurs manifestes que l'on découvre au fur et à mesure de nos mois passés au niveau de cette nouvelle réforme. Pour ma part, clairement, on se retrouve effectivement historiquement avec des prix de journée historiquement bas depuis 2023. On est arrivé avec une année 2024 où on s'est dit, nouvelle réforme, on va pouvoir effectivement avoir un peu plus d'équité entre privés, mais aussi bien sûr entre public-privé. Et c'est là où on a la chute qui est vraiment profonde, dans le sens où on se retrouve effectivement avec un prix de journée de 70 € par jour pour prendre en charge nos patients. C'est intenable, c'est invivable auprès de nos dirigeants d'établissement pour trouver des solutions. Et c'est là où effectivement cette dotation populationnelle a été créée pour effectivement rééquilibrer les choses. On s'est aperçu que Dr Sanguignol, notre président, a réussi avec Madame Daudier à trouver un consensus pour sécuriser 2024 par rapport à l'activité 2023. C'est très important pour nous de le savoir aussi et de pouvoir se baser sur ce point-là. Et en dehors de ça, on a effectivement, pour ma part, une dotation populationnelle qui va être plus ou moins décidée autour de la CAR, donc c'est la commission d'allocation des ressources dont j'en fais partie. Et on est effectivement réunis sur le Grand Est à plusieurs reprises. Je crois qu'on doit être une des CAR les plus dynamiques de France. Donc ça, il faut le reconnaître, que quand on doit se mobiliser, on est là. Quand on doit travailler, on est là aussi. Mais il y a effectivement cette problématique de financer les établissements par cette dotation pour lequel vous, ARS, vous en avez la main. On voit bien que la DGOS vous a transmis peut-être ce fardeau, mais en tout cas cette responsabilité à dispenser cette dotation populationnelle de façon équilibrée. Concrètement, aujourd'hui, les risques pour vous et pour les patients, c'est quoi? Vous en êtes où, précisément? On essaye de faire confiance aux ARS, c'est nos tutelles, ils nous connaissent. On est implanté dans le territoire depuis plusieurs dizaines d'années, plusieurs vingtaines d'années. Moi, je travaille dans le SMR depuis plus de 20 ans.
Et c'est là où je vois la dégradation de nos relations avec nos tutelles sur l'apport et la reconnaissance qu'on a sur nos établissements. Et il faudrait réellement que l'on ait effectivement plus de reconnaissance pour arriver à avoir toute la confiance de nos tutelles sur la prise en charge des patients. Et l'impact, il est énorme, l'enjeu il est énorme. On a plus de 35 000 journées sur mon établissement par an sur le territoire. On a des confrères qui sont voisins qui ont exactement le même nombre de journées. Je n'arrive pas à imaginer que l'ARS puisse gérer ces dizaines de milliers de journées uniquement basculer dans le fonctionnement des établissements publics si nous ne sommes plus là sur la toile. J'allais vous poser la question, Patrick Remet. J'imagine qu'en SMR, le public seul ne pourrait pas pallier à la demande. Non, on a besoin de la diversité de l'offre sur ces dispositifs en particulier, qui sont essentiels, parce que c'est l'aval de l'hospitalisation aiguë. Donc, en termes de réponse aux besoins de santé, c'est une pièce centrale. Avec des problématiques, vous l'avez rappelé, là aussi, effectivement, en termes de démographie, les professionnels qui impactent beaucoup ce secteur. Et puis, une réforme nationale, et j'allais dire, comme toute réforme, il y a une phase de rodage. Et on est dans cette phase-là, et on reconnaît bien volontiers, ce n'est pas une phase facile. La réforme qui a été décidée sur le mode de financement vise effectivement à avoir plus d'équité, à mieux prendre en compte la démographie, les bassins de population desservis par les établissements avec cette fameuse dotation populationnelle que vous évoquiez. Et en gros, je vais caricaturer pour ne pas être trop technique, mais il y a une phase de transition. On sait qu'avec cette réforme, il y a des rééquilibrages de financement qui s'opèrent. Et il faut faire en sorte que pendant ces périodes de transition, ceux qui vont perdre in fine ne perdent pas trop vite, parce que sinon c'est brutal et c'est des risques sur les prises en charge de patients. Mais du coup, ça pénalise ceux dont on sait qu'ils seront gagnants dans le nouveau système, et gagnants pour de bonnes raisons, pour des raisons d'équité, mais parce que du coup, la montée en charge de la réforme est forcément un tout petit peu moins rapide. Donc il faut gérer cette phase de transition. On est parfaitement au courant des difficultés des uns des autres. On reconnaît tout à fait, et puis vous avez évoqué le principe de confiance, vous avez évoqué la façon dont on travaille dans les commissions spécialisées sur la réforme du financement. Je crois qu'effectivement, le but, c'est de bien pouvoir entendre et faire confiance de principe aux professionnels de terrain. Mais voilà, on a ces équilibres aussi à trouver. On ne peut pas du jour au lendemain dire, pas du jour au lendemain, mais il y a urgence là quand même. Patrick ? Oui. Déjà souligner que la concomitance d'une réforme des autorisations avec une réforme du financement des activités de soins SMR était déjà quelque chose de périlleux, lancer les deux choses en même temps. Ensuite, l'inquiétude des professionnels de SMR, elle est liée aussi à la durée. Ça fait combien ? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans où on n'a pas de visibilité. On n'a pas de visibilité, on a des financements, une nouvelle méthode de financement qui fait ressortir des écarts pour lesquels, aujourd'hui, les établissements n'ont aucune garantie de voir ce delta par rapport à l'ancienne formule être compensé par un moyen ou par un autre. Ouais. Et jusqu'à présent, il y a eu des garanties de financement, mais plus on avance dans le temps, plus on dit que les garanties de financement vont s'arrêter et on ne voit pas de modification du système de tarification venir prendre la place. Comme disait, et nous le répète Lamine depuis un petit moment, soyons rémunérés pour ce que l'on fait. Pour ce que l'on fait, et non pas être obligé de compter sur des adjonctions, sur des mesures cataplasmes ou autres. Et là, on est arrivé au bout du bout, et l'inquiétude et un peu l'anxiété des professionnels de santé est liée à ça. Et vous avez la même chose, on est en train de reproduire la même chose avec la psychiatrie. Virgile ?
On va au crash. Clairement, on va au crash. Si jamais on n'a plus de carburant, on va tous tomber. Et c'est là où, effectivement, l'ARS a l'avantage d'avoir la main sur cette dotation populationnelle. Nous, on a été impacté fortement en considérant qu'on était établissement gagnant d'origine à une dotation de transition, mais complètement irrationnelle par rapport à notre fonctionnement, notre montée en activité, puisqu'on a eu effectivement l'autorisation en 2022 de pouvoir développer l'HDJ, qui est réellement pour les patients, mais une bouffée d'air pour la prise en charge d'un certain nombre de patients et de la population qui veulent rester actives professionnellement, qui veulent rester dans la dynamique familiale, qui veulent rester dans un environnement de chez eux. Et c'est là où, effectivement, cette activité développée entre 2022 et 2023 n'a pas été prise en compte. Donc, ça impacte fortement puisqu'on a fait des embauches, puisqu'on a fait des investissements, on a fait des aménagements. Et derrière ça, on se retrouve là face à une situation de crise au niveau de trésorerie. C'est l'année 2024 la plus catastrophique que l'on peut imaginer depuis plus de 20 ans que je travaille. Il faut absolument que l'ARS corrige les choses, et très rapidement, puisqu'on ne verra pas Noël. Merci beaucoup. Juste avant de terminer, en quelques mots, parce que j'ai eu une question pour vous, sans doute, Patrick Remet. Pensez-vous que les dernières réformes, les réglementations, traçabilité à outrance, multiplication des outils, permettent de recentrer les médecins, les soignants sur leur cœur de métier? Si vous pouvez... oui. Pardon, j'ai dit... Je n'ai plus que Patrick à la bouche depuis hier, c'est horrible. On est tellement intégrés Excusez-moi. qu'on change de nom et non prénom. Donc... Est-ce que vous pouvez répondre? Et puis ensuite, il faudra qu'on se connecte avec Yannick Noder. Comment dire, l'Agence régionale de santé n'est pas... c'est pas comme ça qu'on conçoit notre rôle. On n'est pas une machine à faire descendre de la réglementation. Voilà. Parce que sinon, à quoi ça sert? Je dirais, à quoi ça sert? Donc, ça pourrait être fait directement depuis le ministère et tomber directement vers les établissements et terminer. Il n'y a pas besoin d'agence régionale pour ça. Nous, on est là pour prendre en compte les besoins de la population. Je redis au premier plan, on a besoin, les besoins, ils évoluent. On a du vieillissement de population, on a des mouvements démographiques. On évoquait tout à l'heure le Luxembourg. Qui aurait dit il y a quelques années que Thionville serait une ville qui gagne des milliers d'habitants? Et donc, ça veut dire des nouveaux besoins de santé. Donc nous, on est là pour prendre en compte les besoins de population et prendre en compte les difficultés concrètes des établissements au plus près du terrain dans le cadre des moyens. Donc, comptez sur nous. On n'est pas parfait. Je suis prêt. C'est pour ça d'ailleurs qu'on discute, qu'on se voit souvent, en interfédération et tout ça. On n'est pas parfait, c'est certain. On a des progrès à faire, mais comptez sur nous pour ne pas être, on va dire, une agence technocratique qui applique des normes. On n'est pas là pour ça. Nous, on sait aussi s'adapter, on sait aussi les interprétations des textes, on peut les faire dans un sens ou dans l'autre, on essaie de faire les choses le plus intelligentes possible pour répondre aux besoins de santé. Notre seule boussole, elle est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre.